Orient Hebdo, Éric Bataillon. Bonjour. Alors que le monde persanophone fête ce samedi le Nouvel An et même un nouveau siècle, nous recevons une artiste née dans une ville portuaire iranienne sur les bords du golfe Persique. Graphiste de formation, par amour de la langue française, Ameneh Moayedi a choisi de poursuivre sa carrière artistique au Liban, puis en France, successivement à Lille, Cambrai et Paris aujourd'hui. C'est là qu'elle expose jusqu'au 27 mars à la galerie du Chozal un ensemble de dessins et peintures sur le thème de la mélancolie. Mélancolie de son pays, l'Iran, ou mélancolie due à cette crise sanitaire qui n'en finit pas, c'est à voir. Ameneh confectionne également des tapis, persans comme il se doit, dans la plus pure tradition artisanale, mais avec une figuration extrêmement originale qu'elle évoque dans notre entretien. Ensuite, nous aurons rendez-vous comme chaque samedi avec la presse régionale, Israël et Monde Arabe. Nous appellerons Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Ameneh Moayedi. Bonjour Éric Bataillon. Ameneh, vous êtes né en Iran en 1980 à Boucher, une ville située dans le sud du pays, au bord du golfe Persique. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance et de votre adolescence ? Ma belle souvenir, c'est les capucines de mon père et maman qui était une femme très forte. Et c'est un souvenir qui est toujours avec moi, avec les graines de capucines de mon père que je l'amène toujours avec moi ici. Et je plante ici aussi encore. Votre père était amoureux des fleurs ? Oui, surtout capucines. Pourquoi ces fleurs particulières ? En fait, quand il avait 20 ans, il a vu la première fois capucine. Il plantait capucine chaque année pour le printemps, pour la fête iranienne. Et chaque année, il gardait les graines de capucine pour l'année prochaine. Il est décédé à 80 ans et quand il a 20 ans jusqu'à 80, il a répété même chose. Tous les ans. Tous les ans. Alors vous avez obtenu en Iran, Ameneh, un diplôme de graphisme. L'art pictural, c'est ce qui vous a toujours intéressé ? Oui. J'ai essayé d'apprendre de la musique aussi, mais j'ai pas de talent dans la musique. J'adore la théâtre et performance aussi, mais l'art visuel et pictural, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Dessiner, peindre, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Dessiner et peindre aussi, mais je pense que dessiner, c'est quelque chose qui vient de profond de moi. Donc, j'ai commencé à 13 ans de dessiner et j'adore toujours, oui. Et vous faites des collages aussi ? Oui, bien sûr, oui. Quelques-uns. Quelques-uns, oui. Alors, votre diplôme en poche, vous vous installez à Beyrouth, au Liban. Pourquoi ? En fait, quand j'ai commencé à apprendre la langue française déjà dans ma ville, il n'y a personne de parler, de pratiquer cette jolie langue. Je suis allée à Téhéran pour continuer et c'était pareil, j'ai pas trouvé des amis qui s'intéressaient pour apprendre. Et à cette époque-là, j'avais Bac+2 de graphisme. Donc, je suis allée à Téhéran pour demander à l'ambassade pour que je vienne ici pour continuer mes études pour Bac+4. Et je me souviens, je pense que peut-être c'est mal conseillé ou non, je ne sais pas. Je rencontre un monsieur qui travaillait dans le centre culturel langue française en Iran. Et il m'a conseillé que c'est pas bien avec Bac+2 aller en France. Donc, c'est mieux que vous commencez dans un pays francophone. Et c'est mieux pour pratiquer la langue et après continuer en France. Donc, j'ai réfléchi, j'ai pensé au Liban. Donc, je suis allée au Liban, à Beyrouth, pour apprendre à améliorer de ma langue. Donc, c'est pour le français que vous allez au Liban. Voilà, oui. Alors, vous arrivez en France en 2012. Pour vous, c'est un aboutissement ou c'est un commencement ? Je pense que c'est les deux. Bien sûr, pour moi, la France, c'est un pays qui a une histoire de l'art, il y a des musées, c'est très important pour une artiste. Et deuxième chose, que c'est un commencement, parce que pour quelqu'un qui quittait la famille, qui parle pas bien français, je pense que c'est les deux. Il faut travailler plus. Alors, votre premier travail, dans le cadre de vos études, à Cambrai, dans le Nord, oui, est centré, ce travail, sur le tapis et même le tapis persan. Ouais. Ce n'est pas un peu cliché pour quelqu'un qui vient d'Iran? Non, je pense que c'est contraire, parce que le tapis, c'est une richesse de mon pays, qui malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font les recherches et travaillent sur tapis. Donc, je pense que c'est manque. Par exemple, même moi, autant iranien qu'on connaît bien tapis, qu'on grandit avec la culture de tapis,
Quand je faisais des recherches, je vois qu'il y a plein de choses qui encore, il faut écrire, il faut travailler, il faut faire des recherches. Il y a plein de choses que je pense qu'il faut encore continuer de travailler sur le tapis. Beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas sur le tapis? Bien sûr, oui. Par exemple, je ne savais pas que j'ai fait les stages chez une femme traditionnelle dans un tribu en Iran pour apprendre d'abord comment on fabrique le tapis. Donc, moi, j'ai passé beaucoup des cours de dessin chez des grands maîtres, d'apprendre comment dessiner, comment faire la peinture. Et la première fois, j'ai fait un petit tapis A5, moitié de papier A4. C'était très difficile de nouer de tapis. Donc, je me demande, les femmes dans un petit village loin, isolé, comment on réussit de nouer des tapis magnifiques, géométriques. Et après, quand je faisais beaucoup de recherches, j'ai appris que les femmes, ils chantaient en même temps, des codes, des motifs. En même temps de chanter, c'est quelque chose de très intéressant. Oui. Donc le tissage du tapis, ça c'est difficile? Très difficile. Et il faut aussi faire des motifs. Est-ce qu'il y a des motifs imposés dans le tapis persan? En fait, ce qui est intéressant, parfois dans une ville, il y a des motifs qui sont vraiment de cette ville, et parfois même dans les villages, mais même parfois dans une famille, il y a un motif de cette famille qui vient de cette famille. Par exemple, cette rose-là, il vient de cet village, cet motif-là il vient de cet endroit de l'Iran. Par exemple, les femmes de tribus autour de Shiraz, ils ont travaillé plus sur le géométrique. Donc, quand on voit le tapis, on sait qu'il vient de quel côté de l'Iran. Voilà. Et votre premier tapis s'appelle Trou Noir, donc c'est votre spécialité. Pourquoi Trou Noir? C'est Trou Noir, en fait. Moi, j'ai une série de tapis que je dois réaliser, peut-être qui va finir dans 12 ans ou 20 ans, parce que le tapis, c'est un travail très long et très cher aussi. Et chaque tapis, je donne à quelqu'un qui est dans le milieu de l'art, écrivain ou chercheur, de théoricien, par exemple. Mon deuxième tapis aussi, que je donne à quelqu'un qui travaille dans le graphisme. Et je donne ce tapis-là et je dis, écrivez-vous. C'est eux qui écrit le titre et le texte. D'accord. Et moi, j'ai un texte à part. Vous faites le tapis et celui qui reçoit le tapis, c'est lui qui donne Voilà. le nom qu'il veut. Voilà. C'est lui qui décide. Oui. Alors, en 2015, vous avez l'opportunité de venir à Paris. Qu'est-ce que la Cité des Arts change pour vous? Je pense que c'est un endroit très important pour les artistes. Je pense que c'est une générosité de la France et Paris. Déjà, c'est dans le corps de Paris. Et on voit tous les ateliers des artistes qui viennent du monde entier. Et c'est très important quand on voit un poète qui vient du Brésil, un pianiste qui vient du Japon. Donc, je pense que c'est un endroit de rencontre. Plus, c'est très important pour les artistes. Et je conseille à tous les artistes qui passaient minimum 3 mois, 6 mois là-bas. Et vous rencontrez des populations que vous n'auriez peut-être pas eu l'occasion de rencontrer lorsque vous étiez en Iran, par exemple des Israéliens ou des Palestiniens. Exactement, voilà, exactement. J'ai rencontré beaucoup des amis, on a fait plein de projets, on a exposé des collectifs, on faisait vraiment des soirées ensemble, c'était formidable. Et vous rencontrez aussi de nouvelles techniques d'expression finalement. Je pense pas, parce que je pense que les artistes qui viennent là-bas, on a déjà des techniques de nous-mêmes. Je pense que c'est un échange de rencontres. Oui. Aménée, qu'avez-vous fait pendant les 60 jours du confinement l'année dernière, en 2020? Bon, c'était très triste qu'il arrivait dans le monde, mais pour moi, c'était bonheur total de rester chez moi et travailler. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai réalisé un projet qui s'appelle Chez moi, chez vous. Et chaque jour, j'ai publié un dessin. Et ce dessin, c'était un peu à part de ce que je faisais. J'ai photographié une partie de mon travail et j'ai ajouté des images, c'était un peu comique, un peu de rigolade. Et j'ai publié sur mes réseaux sociaux et voilà. C'était une manière pour vous de garder le lien avec l'extérieur? Bien sûr, c'est important. Et sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Sur du dessin, sur de la peinture, sur des tapis? Je pense que les trois, parce que comme je vous dis, que le tapis, c'est un travail très long. Moi, j'ai fini mes études 2015. Jusqu'à maintenant, j'ai fabriqué 2 tapis. Et troisième, il est en train de fabriquer en Iran. Donc, je ne peux pas rester, rien faire, attendre que mes tapis finissent. Donc, je fais le dessin, ce que je faisais dès le début, et peinture aussi, bien sûr, oui. Quel type de motif utilisez-vous pour ces tapis? Pour les tapis, en fait, c'est très contemporain. Normalement, il y a des points, des trous qui viennent de Cosmos plus.
Et donc, vous créez le tapis et il est réalisé en Iran, c'est cela? Voilà, les dessins, c'est moi qui je fais et j'envoie dans des ateliers en Iran et fabrication, c'est là-bas. Aménée, quelles sont vos sources d'inspiration? Êtes-vous influencé par la culture de votre pays de naissance? Et si oui, comment? Bien sûr, en fait, il y a une partie d'inspiration visuelle, comme des grands maîtres, des grands peintres que je l'admire, dessinateurs. Je pense que ce qui est plus important, c'est la poésie et la littérature de mon pays. C'est très important, oui. Et la poésie est très importante pour Lyon. Pour moi, et dans ma famille aussi, oui, bien sûr. Et pour les Iraniennes aussi, c'est très important, oui. Alors, vous exposez à Paris en ce mois de mars, à la galerie du Chozal. Thème de cette expo, Mélancolia. Est-ce une mélancolie liée à votre pays d'origine, l'Iran, ou à la crise sanitaire actuelle? Je pense que c'est un bel mélange les deux, parce que j'ai réalisé une série qui s'appelle Insomnia. Entre 2005 jusqu'à 2007, pendant 2 ans, j'ai travaillé sans arrêt, tout le temps chez moi et travaillé. Et j'ai exposé 2018 à Paris, cette série. À cette époque-là, 2005, j'ai pas pensé à exposer, j'ai pensé que juste travailler. Je pense que parfois, il y a quelque chose, le moment qu'on était tout prisonnier de chez nous, c'est il y a quelque chose qui vient de loin de nous, en fait, qui sort. Donc, c'est pour ça que je pense que mélancolie, c'est sélectionner tous les mes œuvres de toute ma vie. Même j'ai mis un dessin quand j'avais 15 ans, j'ai exposé ça aussi. Donc, cette mot, j'ai entendu plusieurs fois par plusieurs gens que, dans votre travail, il y a des mélancolies. Donc, quand j'ai lu ce texte magnifique de Jean Keller dans le catalogue de mélancolie, il y a des liens entre l'insomnie et mélancolie. C'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Un texte que vous allez nous lire? Oui. Aménée. Oui, c'est un peu difficile pour moi, mais je lis. L'insomnie, conséquence de soucis incessants, de crainte, de chagrin, de sécheresse de cerveau, c'est un symptôme qui crucifie beaucoup de personnes mélancoliques. Jean Keller, Mélancolie, génie et folie en Occident, 2005 au Grand Palais. Voilà, c'était une exposition au Grand Palais qui s'appelait Mélancolia et qui vous a inspiré. Merci Aménée Moayedi. Merci Eric Bataillon. Votre exposition Mélancolia, à voir à Paris à la galerie Marie-Claude du Chozal, c'est jusqu'au 27 mars. Oui. Orient Hebdo sur RFI. Nous lisons maintenant la presse de la semaine au Caire et à Jérusalem avec Alexandre Bouchantier et Michel Paul. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Alexandre, l'escalade de la tension entre l'Éthiopie d'un côté et le Soudan et l'Égypte de l'autre retient l'attention de la presse arabe. Oui, le Soudan et l'Égypte ont en effet dénoncé ce qu'ils qualifient de tentative d'imposer un fait accompli par l'Éthiopie en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Addis Abeba avait déclaré il y a quelques jours que 85% des eaux du Nil bleu lui appartenaient et avait rejeté toute médiation étrangère sur la question. Une décision, si elle était appliquée, qui priverait les 150 millions de Soudanais et d'Égyptiens d'une bonne partie des eaux parvenant
à ces deux pays arides, expliquent les experts. Les journaux évoquent la visite d'un envoyé spécial américain en Éthiopie et les éditorialistes se demandent si le diplomate américain accordera autant d'importance à résoudre le conflit interne avec la province du Tigré qu'à prévenir un éventuel conflit entre l'Éthiopie et le Soudan et l'Égypte. Les présidents égyptiens et soudanais s'étaient rencontrés il y a quelques jours à Khartoum pour discuter de la réponse à donner au fait accompli éthiopien. Mardi prochain, 23 mars, les élections en Israël, c'est bien sûr Michel Paul, ce qui fait la une de tous vos médias. Oui, Eric, et tous les médias en Israël posent la même question, à savoir si ce 4e tour électoral en moins de 2 ans pourra permettre de sortir de l'imbroglio politique. Et sans faire de spoiler, on peut dire que personne n'apporte de véritables réponses. D'abord les sondages. Pour Israël Hayom, le quotidien proche du Likoud de Netanyahou, c'est ex-aequo, 60-60. Mariv montre la tendance de ces derniers jours. Le Likoud est à la hausse. Les anti-Bibi vont-ils pouvoir bloquer la formation d'une coalition par le Premier ministre sortant ? Le tout va se jouer à quelques voix près. Un commentateur le souligne, la situation, notamment la baisse du nombre de contaminations du coronavirus, semble jouer en faveur du candidat Netanyahou, mais nombreux sont ceux qui pensent qu'une 5e consultation est inévitable. Et les vaccins font finalement leur effet, vaccins anti-Covid. Michel, les Israéliens envisagent la sortie de crise. Oui, c'est une nouvelle phase du déconfinement ce week-end. La situation retourne à la quasi-normale. Les activités culturelles et sportives peuvent accueillir plus de spectateurs. Les enfants non vaccinés peuvent entrer dans les restaurants et les piscines notamment. Alors la presse a suivi de très près la campagne vaccinale de plus de 100 000 travailleurs palestiniens organisée ces derniers jours. Mais les journaux, Eric, s'interrogent sur la décision de la Cour suprême de forcer la main au gouvernement et d'autoriser l'entrée en Israël de tous les ressortissants désireux de le faire. N'est-ce pas la porte ouverte à tous les variants, demande-t-il. Alexandre, de nombreux journaux arabes se penchent sur la détérioration de la situation au Yémen. Oui, ils évoquent notamment l'offensive des rebelles Houthis dans la région de Ma'reb et ses conséquences sur la population civile et la possibilité de provoquer une nouvelle escalade dans le conflit. Il rapporte aussi les opérations des drones iraniens utilisés par les Houthis pour bombarder l'Arabie saoudite qui soutient le gouvernement intérimaire yéménite. Pour des analystes, les Houthis ont renforcé leurs opérations militaires après la décision de l'administration Biden de suspendre les ventes d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats, dont les troupes sont engagées aux côtés du gouvernement yéménite contre la rébellion. Le journal Al-Sharq al-Awsat publie à cette occasion une longue interview de l'ambassadeur de France au Yémen, Jean-Marie Safa. En bref, d'autres sujets dans vos journaux, Michel Paul. À retenir, Haaretz affirme qu'Israël est responsable de l'attaque de dizaines de cargos, occasionnant des milliards en pertes pour l'Iran. Et puis 2 affaires qui se prolongent. Cette fois, un entretien posthume d'Amos Oz, où l'écrivain reconnaît à demi-mot avoir violenté sa fille. Et puis l'incroyable saga de Yehuda Meshizahav, la personnalité ultra-orthodoxe, qui est soupçonnée d'être un violeur en série. Et les images que vous avez sélectionnées pour nous, Michel? Eh bien, ce sont des photos des artefacts découverts dans le désert de Judée, un texte biblique de plus de 2000 ans, le squelette momifié d'une fillette et le plus vieux panier du monde, plus de 10 000 ans, une découverte historique de la vie générale. Découverte qui a fait l'objet d'un court reportage de Sami Boukhalifa cette semaine sur RFI. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. À demain, même heure. Prenez soin de vous. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد